Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui est enregistré en public à l'école alsacienne et avec pour invité la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous serons quelques-uns à l'interroger. J'avais annoncé sur les réseaux sociaux et dans la lettre d'information que Jean-Louis Bourlange se joindrait à nous. C'était sa ferme intention, mais il a été, je ne sais pas si on peut dire kidnappé compte tenu de son âge vénérable et de son volume également vénérable, mais enfin en tout cas il a été enlevé par le ministre des Affaires étrangères et européennes pour être conduit à Dubaï à l'occasion de l'exposition universelle qui s'y déroule. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à imaginer Jean-Louis à Dubaï, mais il nous racontera, j'espère, à son retour. Donc, nous sommes ici réunis autour de la ministre de la Culture pour l'interroger. Nous, c'est Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Richard Verly, correspondant à Paris du journal Le Temps, et David Jayes, qui est essayiste, il vient de publier le nouveau modèle français aux éditions Alary, et qui est également enseignant à Sciences Po. Madame la ministre, la présentation, le 22 septembre 2021, du projet de loi de finances 2022 pour la culture a marqué l'ambition de revaloriser de 7,5% le budget de la rue de Valois. Le seuil des 4 milliards d'euros sera donc dépassé en 2022, et en plus d'assurer un soutien au secteur artistique, durement éprouvé par la crise sanitaire, ces moyens affichent des objectifs ciblés, l'élargissement du pass culture à tous les jeunes de 18 ans et son déploiement dans les classes à partir de la 4e et jusqu'à la terminale, un soutien financier plus important aux DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, ou encore l'accroissement des moyens alloués à l'entretien et à la restauration des monuments historiques. Ces orientations impliquent également le revirement progressif d'une politique d'offre à une politique de prise en considération de l'importance croissante de la demande. Le ministère de la Culture occupe historiquement un rôle de mécène. Il assure l'extraction du matériau culturel des logiques marchandes, afin d'en garantir la pérennité, et il initie les changements de paradigme jugés nécessaires. La révolution numérique a toutefois rendu la capacité directe aux citoyens de mettre en lumière et de soutenir les formes d'expression culturelle de leur choix. Pour Serge Regour, cette révolution, qui conforte le consommateur dans ses habitudes, je cite, « en entraînant la prévalence des algorithmes et de leurs recommandations, est venue aggraver le processus de rupture à l'égard d'une des plus belles définitions de la culture formulée par le poète et diplomate Saint John Peirce, le luxe de l'inaccoutumance. » Fin de citation. En retour, la propension du monde de la culture à ne pas se concevoir comme un marché serait, selon Olivier Barbeau, je cite, « le diktat d'une classe d'intellectuels méprisant le peuple et méconnaissant la réalité de ses goûts. » Fin de citation. Telle serait l'opposition à laquelle est confrontée aujourd'hui la politique culturelle, d'autant que s'il promeut l'accessibilité, Internet met du même coup en danger tout un pan du domaine culturel par la violation des droits d'auteur et des droits voisins. Les politiques culturelles sont également confrontées à l'évolution des pratiques de la population française. Lou Wolf et Philippe Lombardo relèvent dans le rapport 50 ans de pratiques culturelles en France l'essor d'une exposition régulière aux vidéos ou encore le recul d'activités culturelles corrélées strictement à un milieu géographique ou social. Ce sont des évolutions rapides et significatives. En 2008, 34% des Français écoutaient de la musique quotidiennement. 10 ans plus tard, ils étaient 57%, le smartphone étant désormais le premier terminal culturel nomade. Enfin, la répartition des compétences entre régions, départements et municipalités augure d'une territorialisation accentuée de l'action culturelle. Le ministère de la Culture se trouve donc placé au cœur de changements substantiels. Madame la ministre, quelle peut être la politique culturelle structurante des prochaines décennies ? Merci Philippe Meyer pour cette introduction à un débat particulièrement miné qui suscite des réactions extrêmement vives de la part de tous les grands prêtres ou ayatollahs de la culture, dont la virulence contraste d'ailleurs avec la relative indifférence que suscite le débat culturel, aussi bien chez les élites politiques que chez le grand public. Il n'est que de voir le débat que suscite
la préférence entre l'offre et la demande, les déclarations de Frédéric Mitterrand sur la culture pour chacun ou la culture pour tous, ou la déclaration d'une ministre socialiste qui avait préconisé la nécessité de repartir des usages. Les textes fondateurs sont assez clairs, que l'on se réfère au préambule de la Constitution de 1946, qui dit bien que le principe, c'est de fonder l'égalité de l'accès à l'instruction, à la formation, à la culture. Le texte fondateur se place résolument dans une politique de la demande et non pas d'une politique de l'offre. De même, la déclaration de Fribourg parle des droits culturels. Donc, très longtemps, la politique de la demande a été finalement entachée de soupçons de clientélisme ou d'élitisme. Vous l'avez rappelé, c'était une démarche individuelle des possédants qu'ils préconisaient, qu'ils usaient dans un objectif de jouissance personnelle, de communication politique ou d'asservissement du peuple. Ce n'est finalement qu'assez récemment que cette politique de demande, de se demander, mais finalement, que veut le public, que veut le peuple, que cette demande est apparue. Et c'est bien dans ce paradoxe que je me place et que je veux surmonter après 15 mois passés rue de Valois et puis plusieurs décennies de militantisme culturel. Je préconise donc une démarche pragmatique à partir des défis que vous avez vous-même soulignés, Philippe Meyer, à n'en pas douter. Le premier défi que nous avons à affronter, et je reviendrai sur les solutions que je préconise à travers les questions qui me seront posées, c'est bien la révolution du numérique qui transforme éminemment les usages et qui peut d'ailleurs s'aborder de plusieurs façons. La plus cruciale est bien celle de la propriété intellectuelle et du conflit récurrent avec ceux qui, au nom de la défense du consommateur ou de la monétisation de leurs intérêts, évidemment, opposent ces deux nécessités. L'émergence d'une sous-culture monde banalisée, c'est la deuxième chose qui est entraînée par cette révolution du numérique. Et le troisième danger, c'est bien la relégation de la France, c'est-à-dire sa perte de compétitivité dans l'énorme marché que représente la culture, dont un de mes interlocuteurs disait que la culture est le nouveau luxe, et le nouveau luxe moderne, en n'oubliant jamais que 670 000 personnes vivent de la culture et que la culture représente 7 fois la valeur ajoutée de l'industrie automobile. Le second défi que nous aurons à affronter, c'est, je ne dis pas c'est la dérive, ce serait inexact, mais la transformation de l'intérêt que l'on porte depuis Prosper Mérimée à la protection du patrimoine, c'est-à-dire la patrimonialisation de l'approche de cette défense du patrimoine. Ça fait penser au héros de Borges, vous savez, qui devient fou parce qu'on ne lui permet pas l'oubli et que toutes les choses s'entassent. C'est ce qui est en train de se passer dans cette patrimonialisation de nos objets, de nos bâtiments, mais aussi de nos pratiques et de nos coutumes. C'est très intéressant de voir que la France, par exemple, a porté au patrimoine mondial de l'UNESCO la baguette. C'est aussi une transformation profonde que ce refus de l'effacement porte en nous. Le troisième défi, c'est celui de la gouvernance. Si les 2 premières décennies de la décentralisation ont marqué finalement une certaine distance des collectivités territoriales pour la culture, il n'en est plus de même aujourd'hui. Et on ne peut que constater le morcellement de la décision politique dans le domaine culturel, l'entrée dans le domaine culturel de toutes sortes d'acteurs. Et je vois que le crayon de Philippe Meyer se dressant, son crayon uniquement, pardon, je ne changerai pas. Et le quatrième défi est bien celui de la démocratisation, ou plus exactement, de l'accès de tous
à la culture, et on ne peut que constater l'éloignement de la grande majorité de nos concitoyens de cette offre culturelle. On a chargé la table du festin de la culture de mets toujours plus nombreux et de mets toujours plus succulents, mais on n'a pas changé les convives autour de la table. Voilà les 4 défis que je fixe à une politique culturelle. Merci d'avoir cadré le problème. Michaela Wiegel. Oui, merci beaucoup de ce tableau très complet. Alors, en ce jour de réunification allemande, je me permets de lancer un regard très admiratif vu d'Allemagne, où on a tout juste le débat justement d'ancrer la culture dans la Constitution, dans le préambule, comme vous l'avez mentionné, et où beaucoup de nos débats tournent autour du modèle français, des idées françaises. Et je voulais en prendre une qui a joué un rôle pendant notre campagne électorale aussi, c'est ce fameux pass culture et ce moyen, si j'ai bien compris, vraiment de démocratiser l'accès à la culture en faisant une offre pour une jeunesse qui est fortement épris par ce problème ou aussi des possibilités par ce monde Internet, mais qui n'est pas forcément un monde qui guide sur la qualité. Alors, quel est pour vous votre premier bilan? Est-ce que vous pouvez déjà en dire quelque chose? Comment ce pass culture marche? Est-ce que réellement, les critères... Alors, je lisais que la plateforme même était faite sur le modèle de Tinder, ce site de rencontre. Est-ce que les jeunes ont rencontré la culture? Roselyne Bachelot. Le pass culture est sorti au printemps de sa phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation voulait que le pass culture touche par un crédit de 500 €, une sorte de chéquier culture, les jeunes à 18 ans. L'expérimentation a montré qu'il était déjà bien tard pour offrir cette démocratisation culturelle à 18 ans et qu'il fallait finalement commencer plus tôt et avoir une démarche plus accompagnée. Sinon, c'était, j'allais dire, oui, c'était un simple chéquier et non pas une démarche de démocratisation et donc d'accès à la culture pour lever ce paradigme. La culture, ce n'est pas pour moi. J'ai donc voulu que le pass culture s'adresse à tous les jeunes à partir de la 4e et soit dans un premier temps des démarches d'accompagnement, d'éducation culturelle et artistique. Donc, les jeunes disposeront de ce crédit de 500 € de la 4e, finalement, à la terminale. Étant entendu que les jeunes qui sont en apprentissage ou des élèves qui sont dans des institutions spécialisées pour élèves handicapés en bénéficient également. On peut remarquer cette démocratisation à partir de la 4e sera à partir du 1er janvier. Pour l'instant, nous sommes sur la classe d'âge des 18 ans. Après une expérimentation qui touchait 170 000 élèves, maintenant 750 000 élèves se sont inscrits au pass culture sur une génération de 850 000 élèves. Il est certain que la demande culturelle a été fortement perturbée par le confinement qui a fait que la concentration de la demande s'est faite sur les livres. Mais maintenant que les choses sont en train de se réguler, la consommation des livres est passée à 50%. C'est tout à fait intéressant qu'elle soit aussi sur les livres. Et on sait quels livres, pardon. Parce on sait à 80%, ouais. C'était des mangas. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il ne faut pas mépriser les mangas. Je ne méprise pas les mangas, j'en lis tous les jours. Il n'y a pas que les ministres qui peuvent mentir. Voilà, c'était la réponse du berger à la bergère. Excusez-moi de vous avoir interrompu, madame. Ne me flattez pas. Justement, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes rentrent dans les librairies pour acheter des mangas. Et à partir du moment où on rentre dans une librairie, eh bien, les jeunes achètent autre chose sur le conseil des libraires. Et dans un premier temps, 37% des jeunes qui sont rentrés acheter des mangas ont aussi acheté un autre livre.
La deuxième consommation a été sur la billetterie et la troisième consommation sur l'achat d'un instrument de musique. Donc on voit que le pass culture est en train de s'installer. Il est à la fois utilisé comme un chéquier, mais aussi comme une sorte de GPS de la culture, puisque 1 700 000 personnes sont inscrites sur le site du pass culture, qui montre toute une série d'offres culturelles auxquelles on peut s'inscrire, un certain nombre de ces offres culturelles étant d'ailleurs gratuites. L'intérêt du pass culture, c'est aussi de créer des communautés de jeunes qui peuvent ainsi s'échanger leurs expériences. Les jeunes adorent cette méthode de communication entre soi à travers des petits groupes sur le modèle de ce qui existe dans d'autres plateformes, et on peut s'échanger ses expériences et ses conseils. Donc vraiment, c'est un acte de démocratisation. Mais je comprends, et je dois dire, j'ai été assez stupéfaite de voir la réaction assez négative d'une partie du monde culturel. Parce qu'il y a là un véritable enjeu de pouvoir. Quand ma mère a eu son diplôme de chirurgien-dentiste, sa mère est venue l'attendre sur le trottoir de la rue Garancière, où était l'école dentaire, et lui a dit « Ma petite fille, c'est bien joli tout ça, mais maintenant il va falloir que tu plaises. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut aussi avoir des clients. » Et finalement, le monde de la culture, il aime bien l'entre-soi, entre le pouvoir politique qui donne l'argent et lui-même. Et là, on introduit un troisième acteur entre le pouvoir politique et le monde de la culture, c'est-à-dire de se demander, mais que veut le public ? Que veut le spectateur ? Alors, il ne s'agit pas d'avoir là-dedans une approche démagogique, bien entendu. L'éducation artistique et culturelle est au cœur du projet, mais on introduit un troisième acteur qui demande à partager ce pouvoir, et on est amené à se demander, mais que veut le peuple ? Richard Verly. Justement, Madame la Ministre, je voudrais rebondir sur cette question. Vous n'avez jamais caché, et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes aujourd'hui à ce ministère, votre amour de la culture. Vous arrivez donc à la tête de ce ministère, vous voyez que le défi numérique est absolument incontournable. Qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce que vous avez appris durant cette année au gouvernement sur justement l'évolution de cette demande qui peut-être n'est pas celle que vous pensiez trouver en arrivant ? Roselyne Bachelot. Je suis arrivée avec une vision assez négative de la révolution numérique parce que finalement, je fais partie des vieilles bêtes qui ont pratiqué la culture de façon patrimoniale. Ce que m'a appris ces 15 mois rue de Valois, c'est qu'il fallait se saisir de la révolution numérique comme une opportunité si on voulait justement la ramener à sa juste place. C'est la raison pour laquelle je me suis totalement impliquée dans les défis européens, car cette révolution numérique, elle ne peut pas être régulée uniquement sur un plan français. Il faut absolument que les textes européens, et en particulier la première salve des directives qui ont amené un certain nombre de décrets d'application, c'est-à-dire la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive sur la TNT, la directive câble satellite, sont des textes absolument fondateurs, avec le décret qu'on appelle le décret SMAT sur les services de médias audiovisuels, qui fait qu'on a amené les médias audiovisuels, les médias numériques, à participer à la création française, la création audiovisuelle et cinématographique. Car ce qui fait l'originalité de la production audiovisuelle et cinématographique, c'est qu'elle a créé des outils, depuis la création du Centre national du cinéma en 1946, qui ont amené, par des politiques publiques extrêmement puissantes, à préserver cette création, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'une industrie cinématographique nationale en Europe, c'est la production cinématographique française.
il n'est que de voir l'effondrement de ce qui était peut-être le premier cinéma européen, le cinéma italien, qui n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films italiens, mais il n'y a plus d'industrie cinématographique italienne. Donc, ce sont des textes extrêmement importants qui amènent les grandes plateformes à financer la création audiovisuelle et cinématographique nationale. La deuxième directive extrêmement importante, c'est effectivement la directive sur le droit d'auteur. Et la transposition de cette directive est véritablement une avancée majeure, parce que là aussi, elle protège la propriété intellectuelle, car si on veut garder une création nationale, il faut absolument protéger le droit d'auteur. Et moi, ce qui m'a vraiment bouleversé d'une certaine façon, c'est de voir des personnes qui auraient dû être au premier chef sur la défense de cette propriété intellectuelle, parce qu'ils sont les premiers à défendre l'aéronautique nationale ou l'industrie automobile nationale, mais qui ne considèrent pas la culture aussi comme un objet de valeur qu'il faut protéger. La culture serait quelque chose qu'on mettrait à l'encan, la rémunération des artistes étant finalement quelque chose de pervers, serait presque un péché originel. Et j'ai été très surprise de voir que, y compris, je parle devant Michaela Wiegel, chez nos amis allemands, la culture de coalition empêchait souvent des prises de position nettes dans ce domaine. Je l'ai vu avec Monika Grütters, ma collègue allemande. La tension qu'il y a entre le SPD et la CDU-CSU sur ces sujets est quelque chose qui est très, très difficile pour nous à piloter. Car on nous objecte toujours la protection du consommateur, le droit du consommateur à se servir ad libitum sur ces questions culturelles. Nous avons eu d'ailleurs exactement le même débat sur la redevance pour copie privée. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes extrêmement dignes, relevant d'associations humanitaires, qui reconditionnent des téléphones portables, nous ont dit, eh bien non, il est illégitime d'avoir une redevance pour copie privée sur ces téléphones, au nom redevance de quelques euros, mais qui, in fine, amène près de 300 millions d'euros de rémunération des artistes dont les œuvres sont ainsi consultées sur les téléphones portables. Donc vous voyez, le débat est extrêmement difficile entre droit des consommateurs et propriété intellectuelle. J'admire beaucoup la fraîcheur d'esprit de Richard Verly, fraîcheur d'esprit toute helvétique, qui lui fait croire qu'il faut aimer pour être ministre de la Culture, il faut être un homme ou une femme qui aime la culture et qui pratique la culture. Il faut que je te rappelle, Richard, que Mme Bachelot était ministre des Sports. David Jayes. Alors là, il s'établit entre Philippe Meyer et moi-même un contentieux qui va être assez difficile de gérer. Je vais essayer de parler d'autre chose alors. Alors moi, j'aimerais, Madame la Ministre, élaborer un petit peu sur ce que vous avez dit en préambule. Vous me pardonnerez par avance le caractère à la fois exagérément large et un petit peu provocateur de ma question. Le regretté Marc Fumaroli, dans un essai à la fois vif, enlevé et polémique, il faut le dire, qui s'appelait «L'État culturel», disait qu'en France, on était passé de l'État cultivé du grand siècle, dont la mission principale était la prescription de contenu par son réseau d'académies, de théâtres nationaux, etc., à l'État culturel qui démarre avec André Malraux et dont la mission est vraiment d'assurer l'accès à la culture d'une population toujours plus large. Or, si l'on en croit l'enquête sur les pratiques culturelles diligentée par vos propres services, dont on avait reçu le concepteur d'ailleurs à ce micro, l'accès au contenu culturel, encore faudrait-il s'entendre sur les contenus culturels, mais est de plus en plus large, de plus en plus décentralisé, révolution digitale aidant. Alors ma question un petit peu provocatrice est la suivante. L'État culturel n'a-t-il pas achevé sa mission ? Et pour en revenir au défi que vous pointiez en préambule,
quelle serait la grande priorité d'un ministère de la Culture au XXIe siècle? La démocratisation, ce rocher de Sisyphe, la régulation, l'exception, la maintenance patrimoniale? Voilà un peu la question que j'aimerais vous poser. Roselyne Bachelot. Je crois que, en posant cette question, vous avez tort de mettre les choses par appartement, comme s'il fallait choisir un des items que vous avez ainsi énumérés, parce qu'ils vont tous ensemble. On ne peut pas parler de démocratisation si on ne régule pas la révolution numérique. On ne peut pas se poser la question du patrimoine si on ne se pose pas la question des usages de ceux qui regardent, qui utilisent le patrimoine. Il n'est que de voir, par exemple, la question de la révolution muséale pour savoir que la demande, on sait que la demande du public change profondément dans la fréquentation des musées. On ne peut plus concevoir un musée comme un simple accrochage de tableaux ou une disposition de statues. Si on veut une véritable démocratisation de la culture, il faut aussi repenser la disposition muséale, la fréquentation muséale, et la révolution numérique peut nous y inviter. Donc, véritablement, la question que vous me posez est une aporie. Je refuse d'y répondre, clairement. Et tout ça marche en même temps. On est passé, oui, d'un état cultivé à un état culturel. C'est la révolution que je décrivais dans mon propos liminaire. C'est-à-dire que la culture était l'œuvre d'un Médicis pour sa propre puissance et sa propre jouissance. On est passé à un état, je ne sais pas si Marc Fumaroli le regrettait ou le constatait, on est passé effectivement à un état culturel. Dire que cet état culturel n'a plus sa raison d'être en 2020, c'est exactement l'inverse. Il n'est pas interdit à l'État pour autant d'être cultivé. Mais là... Je sens des ricanements. Oui, il est certain que je pourrais raconter l'histoire d'un ministre à qui j'avais indiqué que le maire d'une grande ville ne pourrait pas se rendre à la manifestation que nous organisions car il était parti voir à Aix-en-Provence Cosi fan tutte qui m'avait dit « Mais c'est qui ce Cosi fan tutte ?» Pour enchaîner avec la question de David et avec votre réponse, oui, l'État cultivé est devenu l'État culturel, mais il me semble que la question que posait Marc Fumaroli dans son livre, que quelques autres ont enchaîné, avec laquelle quelques autres ont enchaîné ensuite, c'est quand l'État culturel se conduit comme un Médicis, c'est-à-dire produit de la culture et des subventions pour la satisfaction de lui-même, c'est-à-dire de ses fonctionnaires culturels, de ses nouveaux inspecteurs de la culture, même si inspecteur n'est pas le titre qu'il porte. C'est la question qui a été souvent posée à propos des FRAC, des fonds régionaux de je ne sais plus comment, d'accumulation d'actions culturelles, et un certain nombre de questions de ce genre. Ça, c'est une des situations à laquelle, il me semble-t-il, une politique culturelle doit faire face, non? Vous nous mettez, Philippe Meyer, au défi de l'objectivité. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. L'État, par exemple, a la responsabilité d'un certain nombre de nominations à la tête de grands opérateurs culturels qui sont extrêmement nombreux, près d'une centaine. Et je passe évidemment une très grande partie de mon temps à débrouiller ces questions. Je veux aussi le faire de la manière la plus objective et la plus fondée possible à travers des dispositifs que j'ai mis en place et qui jusqu'alors avaient été peu respectés, c'est-à-dire une demande, un appel à candidature et non pas d'aller baiser la babouche de quelques grands vizirs qu'on sollicite les mains jointes et les yeux baissés. Ensuite, un décortiquage précis de cette ambition telle qu'elle a été formulée, puis des entretiens avec les personnes qui ont été ainsi retenues. Mais, in fine, bien entendu, il y a une part de subjectivité dans ces choix.
De la même façon, étant donné le foisonnement d'œuvres et de propositions culturelles qui arrivent rue de Valois, pourquoi soutient-on telle ou telle œuvre, telle ou telle structure? Il y a une part de subjectivité, je le reconnais volontiers. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Richard Verly. Oui, je voudrais revenir à un point sur toujours cette mutation numérique. Et comme Philippe Meyer nous y encourage, je prendrai une métaphore sportive. Dans le football, on voit bien que l'argent déversé est aujourd'hui le roi. Et que les puissances les plus importantes du point de vue de la fortune, et elles se trouvent souvent plutôt du côté des Émirats, sont amenées aujourd'hui à régner sur une industrie, pour reprendre votre terme, qui est l'industrie du football. Est-ce que dans l'industrie culturelle qui est en train de se façonner, avec comme club de première division mondiale Netflix et Amazon, la loi de l'argent roi ne va pas, malgré toutes les tentatives européennes et vos tentatives françaises, finir par s'imposer? Roselyne Bachelot. Il est vrai que de nouveaux acteurs des politiques culturelles aux côtés de l'État et des collectivités territoriales interviennent. Et quand je parlais dans mon propos liminaire de patrimonialisation, on voit bien que ces nouveaux acteurs de l'argent roi interviennent. Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellente étude sur cette affaire qui a été faite sous le patronage et avec l'aide de Marie-Yvonne de Saint-Pulgent par Stéphane Oliviesi et Anne-Claude Ambroise Rendu. Vraiment, c'est un texte extrêmement décortiquant et intéressant. C'est que ce refus de l'effacement dont je parlais, ce refus de l'oubli a amené de nouveaux acteurs qui font que le patrimoine est transformé en investissement, en capital, et que ceux qui défendent ce patrimoine ne sont pas toujours mus par des objectifs désintéressés. Bien sûr, un certain nombre d'associations qui ont des buts à focale parcellaire, des fondations et l'instrumentalisation économique de cette défense du patrimoine. De grandes fondations détenues par des acteurs économiques qui y voient dans cette culture le nouveau luxe, comme disait un de mes interlocuteurs, y voient à la fois la possibilité d'une augmentation objective en capital, puisqu'il crée le marché de l'art, le fait pour une fondation d'acheter tel ou tel artiste. Ça a été excellemment décrit dans un livre récent de M. Oliven. C'est se créer du capital, c'est se créer de la valeur, et c'est aussi une façon de promouvoir un certain nom, enfin une certaine image de la société capitaliste qui a ainsi procédé à ses achats ou à ses monstrations. Évidemment, il ne faut pas être naïf dans cette démarche. Mais c'est aussi la nécessité d'appeler de nouveaux acteurs à la protection. À partir du moment où le public veut toujours plus de défense, se refuse à l'oubli, se refuse finalement à la destruction successive qui a fait que sur un temple de Mitra, on a construit un baptistère, puis une église romane, puis une cathédrale, et qu'on veut tout garder, il faut bien que d'autres acteurs arrivent pour arriver à protéger tout cela. Comment faire autrement? Ces nouveaux acteurs, ils peuvent être d'ailleurs le public lui-même. C'est ce qu'on fait dans certains musées où on a des tickets mécènes. C'est-à-dire, on vous demande au moment où vous prenez votre ticket, est-ce que vous acceptez de mettre 5 ou 10 euros ou 1 euro supplémentaire pour participer à cette défense patrimoniale et également accepter que le monde économique intervienne dans cette protection. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on refuse l'effacement et l'oubli, c'est mettre le loup dans la bergerie. Michaëla Wiegel. Oui, Madame la Ministre, vous avez tout à l'heure, dans votre excellente introduction, prononcé le mot relégation de la France dans un monde culturel de plus en plus compétitif. Et j'avais envie de vous demander si vous voyez une relation
à causalité entre cette tendance à la patrimonialisation. C'est un mot que je n'arriverai jamais, même au bout de 25 ans en France, à prononcer correctement, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que j'ai l'impression que cette valorisation des objets, comme vous l'avez mentionné, la baguette, mais aussi d'autres biens, effectivement, qui font partie de la culture française, mais cette volonté de faire classer, de faire reconnaître, est-ce que c'est pas lié aussi à cette compétition mondiale de plus en plus atroce ou féroce en tous les cas, et la peur que quelque chose pourrait disparaître? Roselyne Bachelot. Il est certain qu'il faut contextualiser cette demande et la contextualiser par le débat politique actuel. Le débat politique actuel est celle d'une identité fantasmée, perdue et que l'on pourrait retrouver. Et le refus de l'effacement, le refus de l'oubli s'inscrit bien sûr dans ce débat tel qu'il se déchaîne à l'aube de la campagne présidentielle. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je refuse cette vision, en quelque sorte, délétère, et que mon passage, bref, forcément rue de Valois, puisque on a rue de Valois à peu près la durée de vie qu'on a sur la bande d'urgence de l'autoroute. Fait aucune illusion. M'a appris, c'est qu'il fallait justement que ces outils du numérique nous permettent de surmonter cette difficulté. Oui, on pourra visiter un musée de façon immersive, ou un bâtiment historique. Je sais bien que le contact charnel avec l'objet culturel est indispensable pour en jouir complètement, mais il faut aussi, si on veut de la démocratisation, si on veut arriver à surmonter le paradoxe que j'ai ainsi décrit, il faudra apprivoiser cette culture numérique et la réguler. David Jayes. C'est apparu en filigrane de notre conversation, le monde économique de la création de contenu est peut-être tout aussi carnassier que le monde de l'industrie automobile ou de l'intelligence artificielle. Alors moi, avec ces plateformes totalement hégémoniques comme Netflix ou Amazon qui sont en train d'inonder grâce aux liquidités accumulées, notamment pour Amazon dans d'autres domaines d'activité, le marché culturel européen. Moi, j'ai une vraie question à vous poser, Madame la Ministre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, au niveau européen, une prise de conscience aussi vive de la nécessité d'une politique industrielle dans le domaine de la culture qu'on ne commence à l'avoir dans d'autres domaines. Dans le domaine automobile, on fait des alliances, on subventionne, on est en train d'évoluer et de sortir de la naïveté, alors même que dans la culture, on est très en retard. Moi, j'ai juste une hypothèse que je soumets à votre sagacité, c'est que la culture, ça reste du ressort d'un imaginaire national, d'une langue, et elle est peut-être encore fragmentée en 27 États-nations quand les alliances industrielles, elles, passent plus facilement les frontières. Qu'est-ce que vous en pensez ? Roselyne Bachelot. Oui, vous venez de décrire la mondialisation, mais ce que vous dites est fort juste. Il y a un épisode qui m'a profondément marqué, c'est la dernière cérémonie des Césars. Certains l'ont peut-être regardé avec amusement, consternation, stupéfaction. J'ai finalement trouvé cela assez amusant. Mais ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans cette cérémonie des Césars, c'est que finalement, la mise en cause classique du gouvernement et le fait de cracher sur le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture n'était pas un fait nouveau. Et ça fait partie du jeu et du sac de cailloux qu'on met sur le dos du politique quand il prend sa fonction, il ou elle. Mais ce qui était étonnant, c'est que, alors que le cinéma est évidemment puissamment aidé par la puissance publique en France, de la façon que nous connaissons, aussi bien à travers le budget courant qu'à travers les crédits qui ont été apportés dans la crise
sanitaire, 1,2 milliard d'euros. Là encore, récemment, je suis allé au congrès de la Fédération nationale du cinéma français pour leur permettre de surmonter le choc du pass sanitaire lors de la réouverture des salles de cinéma, 36 millions d'euros. À aucun moment, dans cette grande manifestation du cinéma français, les mots d'Amazon, de Netflix, d'Apple, de Disney n'ont été prononcés. Il y avait un non-dit absolument terrible, un refus, un déni. Alors, est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est le fait de dire que, oui, on peut cogner sur l'État, il est là, à portée de baffe, comme avait dit quelqu'un, mais que ces grandes majors américaines, il vaut mieux être bien avec elles, on en a peur, parce qu'on n'a pas de moyens d'action sur elles. Elles vous détruisent, elles vous choisissent, elles ne vous choisissent plus. Et ce que vous décrivez, c'est effectivement l'ombre géante de la mondialisation sur le monde culturel, oui. C'est pour ça qu'il faut avoir de la régulation. C'est pour ça qu'il faut s'opposer. On a des moyens de réagir. Bien sûr, on les a. Encore faut-il les actionner. Et je regrette souvent qu'en particulier dans les pays anglo-saxons, on n'est pas persuadé de cela. Ce qui s'est passé aux États-Unis dans le monde culturel, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, avec des musiciens qui sont obligés de vendre leurs instruments de musique pour manger parce qu'ils ne sont pas aidés par l'État, c'est absolument choquant. Richard Verly. Vu de l'étranger, et en particulier d'un pays avec une communauté francophone importante comme la Suisse, ça ne vous étonnera pas, on admire le soutien que l'État français apporte à la culture. Nul n'est prophète dans son pays. Et des mesures comme le prix unique du livre, qui n'existe pas en Suisse par exemple, ont été beaucoup saluées par les autorités culturelles. Mais par contre, il y a une autre réalité qui étonne toujours, c'est qu'on a l'impression que l'action culturelle en France nourrit des rentes et qu'il y a au fond des rentiers de la culture dans ce pays qui, sachant profiter du système, perpétuent leur création. Vous l'avez dit vous-même, vous avez appuyé sur ce point, sans se soucier de la demande. Ma question, pour revenir au thème général de notre émission, c'est est-ce que quand même le numérique n'a pas une vertu, c'est de bousculer ces rentes et d'obliger à réfléchir sur leur perpétuation? Roselyne Bachelot. Oui, nous avons finalement déjà abordé votre question, Richard Verly. C'est vrai que je ne sais plus quel ministre m'avait dit tu as été ministre de la Santé, c'est un monde finalement qu'on peut faire bouger. Le monde de la culture, c'est beaucoup plus difficile à transformer. Parce que quand on est détenteur du beau et du bien, on a une position forte pour finalement ne pas changer. Et chaque remise en question de l'un ou de l'autre peut apparaître comme si on était assis entre Attila et Genghis Khan, comme position politique. Et ça, c'est effectivement compliqué. Mais c'est en cela aussi qu'une politique d'accès à la culture, de s'enquérir des goûts du public, sans faire de la démagogie, de la révolution numérique qui permet cette démocratisation, est un élément qui peut permettre de rebattre les cartes. Pour autant, ce sera le rôle de l'État de préserver la création, de se dire c'est pas forcément la qualité d'une œuvre, d'une création artistique ne se mesure pas au nombre de spectateurs qui sont dans la salle. Telle ou telle œuvre que l'État a permis d'exister, que ce soit dans le spectacle vivant ou dans les arts plastiques, ont mérité d'être aidés et sont devenus à terme des objets culturels majeurs. Donc c'est bien cette voie étroite qu'il faut continuer à avoir. On ne peut pas avoir une politique
Dieu sait si j'ai souhaité, dans cette première partie de notre entretien, dire qu'il était absolument important que le peuple soit là, à la table du festin, à la table de la décision, mais pas seulement. Pour passer d'un sujet à l'autre sans lien, on parle beaucoup de territorialisation de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire et quelles conséquences vous entrevoyez ou vous voyez que ça peut avoir sur l'offre culturelle ? Quand les lois de 82-83 sont entrées en vigueur, dans un premier temps, les collectivités territoriales ne sont que peu impliquées dans ce qu'on peut appeler une politique culturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas soutien à un certain nombre d'institutions. J'ai été vice-présidente du conseil régional avec Olivier Guichard. Je peux vous dire que Olivier Guichard était un homme de culture qui était à l'origine d'un certain nombre de politiques culturelles, et en particulier un des premiers à créer un pass culture, d'ailleurs, dans la région. Donc j'ai été biberonnée, si je puis dire, au pass culture, et qui soutenait un certain nombre d'institutions culturelles. Mais là aussi, c'était finalement une démarche assez mécénale, et non pas une politique culturelle au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'une structuration d'une politique et d'une diffusion transversalement à travers d'autres politiques économiques et sociales et environnementales maintenant. Donc, après 20 années un peu de désert culturel dans les collectivités territoriales, celles-ci ont compris la puissance de soft power que donnaient les politiques culturelles et se sont largement investies dans ce domaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'argent qui est mobilisé par les collectivités territoriales est supérieur à l'argent qui est mobilisé par l'État. Toutefois, il faut reconnaître que ceci a causé un certain désordre. Le mot est peut-être fort, quoique je le prendrais volontiers à mon compte, avec la multiplication d'initiatives assez désordonnées et sans doute la nécessité à terme de repenser le rôle des uns et des autres. Et d'en appeler pour chacun sa responsabilité. Je l'ai vu pendant la crise sanitaire, où l'ensemble des structures culturelles ont traversé de grandes difficultés, et en particulier de structures culturelles qui avaient été mises sur place à l'initiative des collectivités territoriales sans jamais en appeler à une coordination de l'État ou un avis de l'État. Mais au moment où ces structures culturelles étaient en grande difficulté, demander à l'État finalement de financer les déficits de ces structures, c'est-à-dire une main tendue vers l'État de façon continue chaque fois qu'il y a une difficulté. Alors là, il y a une demande forte de décentralisation dans cette nouvelle étape de décentralisation dont on parle à loisir. Et un certain nombre de collectivités souhaitent prendre des responsabilités plus importantes, en particulier dans les questions de patrimoine. Ils ont un sentiment très, très fort d'appropriation. Je l'ai vu encore récemment en me rendant au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est une propriété du Centre des Monuments Nationaux et il est comme l'Arc de Triomphe, empaqueté encore pour une journée. Et on voit bien que dans ce Centre des Monuments Nationaux, donc propriété de l'État, sous la responsabilité du ministère de la Culture, il y a des pépites qui rapportent de l'argent et qui permettent évidemment de subventionner un certain nombre de propriétés de l'État qui, elles, sont profondément déficitaires. Donc, évidemment, les collectivités territoriales veulent s'approprier ce qui fonctionne bien, ce qui rapporte de l'argent, et laisser à l'État ce qui ne marche pas. Enfin, ce qui ne marche pas. C'est des bâtiments qui ont une faible fréquentation et ont besoin de subventions importantes. C'est aussi cette mutualisation qui est importante pour l'État. Donc voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités et
je dois dire qu'en tout cas, dans le monde culturel, cette décentralisation, cette nouvelle étape de la décentralisation n'est pas souhaitée. Michaela Wiegel. Oui, j'avais envie de vous interroger comment vous voyez la place de la langue française. Alors, non seulement sur le monde directement de l'apprentissage de langue, mais aussi des traductions. Moi, j'étais très frappée très rapidement, c'est pas représentatif, mais une historienne allemande demande à un cercle d'amis quels sont les livres de jeunesse que vous recommanderez, qui vous ont marqué. Et j'ai vu la liste, c'était une 150 réponses. Il y avait un seul auteur français, Jules Verne. Sinon, c'était beaucoup d'auteurs allemands, bien sûr, mais beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais. Alors, j'ai l'impression, il y a dans ce monde qui nous domine, Amazon, Netflix, il y a aussi un problème que la culture française ne passe plus assez les frontières linguistiques. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? 2 mots avant de vous passer la parole. Le premier pour dire que ce sera la dernière question avant que nous passions aux questions du public. La deuxième pour dire que nous avons mis en ligne 2 entretiens avec une traductrice de l'anglais vers le français, Sarah Gursel, et qui répond partiellement à ces questions et notamment qui explique à quel point la France, mais peut-être allez-vous le confirmer ou l'illustrer, la France est le pays qui traduit le plus et où la traduction vers le français est le plus soutenue. Roselyne Bachelot. Oui, depuis longtemps, on a une politique de défense de la langue française, de défense de la lecture en français. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République a décidé de faire de cette question de la lecture, dans la lecture en français, une grande cause nationale, et en particulier de la lecture à haute voix. C'est aussi pour cela qu'il y aura un centre de la francophonie, de la langue française, qui va s'établir à Villers-Cotterêts, qui est un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais nous ne voulons pas concevoir cette défense de la langue française d'une façon hégémonique. Pour nous, la défense de la langue française, et c'est un des objectifs que je défendrai lors de la prochaine présidence française de l'Union européenne, c'est à la fois une défense de la langue française et du plurilinguisme. Vous savez que par ailleurs, je suis une défenseuse, une défendresse, enfin que je défends. Que je défends les langues régionales. C'est ainsi que j'ai écrit les dialogues de mon dernier livre en breton. C'est traduit, je précise. Et donc, oui, le plurilinguisme doit accompagner la défense des langues si on ne veut pas que cette démarche soit considérée comme une arrogance, la fameuse arrogance dont on nous crédite trop souvent en France. Je pense justement que la défense du plurilinguisme, voilà un des avantages de la révolution numérique. La défense du plurilinguisme s'accommode parfaitement bien de cette révolution numérique qui favorise des traductions simultanées, qui favorise des approches facilitées aux autres langues. Et véritablement, la défense de la langue française est un objectif de défense de la biodiversité. Si chacun nous ne nous mobilisons pas sur nos langues, il y a une disparition du patrimoine de cette terre. On estime qu'il y a 7000 langues qui sont parlées sur la planète et qu'on est en train peut-être de perdre 10% de ces langues en quelques années et que cette disparition s'accroît. Je sais bien que certaines de ces langues ne sont parlées que par quelques dizaines de locuteurs, mais on peut être frappé par la relative indifférence que suscite cette question majeure de la défense de ce patrimoine linguistique de notre monde. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir consacré votre temps à répondre à nos questions. Je l'ai dit, donc, que nous allons maintenant passer la parole à la salle et l'enregistrement de cette conversation avec la salle sera mis en ligne dans les 3 jours qui suivent l'enregistrement de notre conversation. Et il me reste à remercier Pierre Levrel avec qui cette émission a été préparée,
Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le fameux compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, Laurie Galigani qui a été l'ingénieur du son et Christian Saury de l'école alsacienne qui est son binôme, et évidemment remercier aussi l'école alsacienne et son directeur Pierre de Panafieux, sans oublier de remercier le public qui, par ce jour de grosse pluie, s'est pressé nombreux au théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne. À presque tout de suite pour l'enregistrement des questions.